quelqu'un de malade mentalement, qui ne prend plus ses médicaments, qui ne prend plus son soin pour soigner ses délires et qui passe à l'acte. Incontestablement, il faut réfléchir à tout pour protéger les Français. C'est bien sûr le cas du travail des services de renseignement, c'est bien sûr le cas dans la justice, et ça va être le cas évidemment dans la médecine. On va remonter le fil et la question aussi de ce qu'il a dit aux enquêteurs à plusieurs reprises en 2016, mais aussi en 2020, où semble-t-il, il a tenté au minimum de duper les enquêteurs. Mais puisque vous êtes sur la question des soins et que vous estimez qu'il y a eu un ratage sur ce point, la réponse que vous avez commencé à évoquer hier, c'est celle d'un suivi avec une injonction de soins qui puisse être donnée par la police, malgré les décisions des médecins? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, voilà, quelques semaines, sa maman qui, lorsqu'il lui était en prison, disait qu'il voulait les égorger. Donc sa maman, apeurée, est allée voir les services de police pour dire « Mon fils ne prend plus ses médicaments ». La police, la DGSI d'ailleurs, l'a recontacté et lui a proposé de demander l'hospitalisation par tiers. C'est ça. L'hospitalisation d'office, hein? Oui, mais demandée par quelqu'un de la famille. Hein, le préfet, le maire peut vous mettre sous hospitalisation psychiatrique, mais après avis médical d'un médecin généraliste. On voit bien que dans le cas très précis, il faudrait un médecin psychiatre pour constater qu'il ne prend plus ses médicaments. Et aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Mais un tiers, votre maman, par exemple, pourrait le faire. Elle ne l'a pas voulu, manifestement, parce qu'elle avait peur de son enfant, ce qui est bien compréhensible. Et puis, quelques jours après, elle est revenue pour dire, manifestement, ça va mieux. Bon. Dans un cas comme celui-ci, puisque le cas de cet assaillant terroriste était passé fin octobre, puisqu'il avait déménagé dans l'Essonne, dans la réunion du préfet pour savoir quels étaient les gens qui étaient particulièrement dangereux dans son département, le préfet ne peut pas demander, ne peut pas enjoindre, ne peut pas forcer, on ne peut pas arrêter quelqu'un dans la rue ou chez lui pour le présenter devant un médecin psychiatre et pour constater que cette personne manifestement ne va pas bien. C'est ce qu'il faudrait changer, me semble-t-il. Il faudrait que le préfet puisse se substituer et obliger quelqu'un, faire intervenir la police pour l'interpeller, pour le présenter devant un médecin psychiatre. C'est ce qu'on appelle une injonction administrative. Aujourd'hui, il y a des injonctions judiciaires sous le contrôle d'un juge. Aujourd'hui, il faudrait sans doute, à l'allure de ce cas, faire une injonction administrative. Mais là encore, ça c'est la théorie. Dans la pratique, vous connaissez l'état de la psychiatrie en France. On est aujourd'hui, et ce sont les chiffres de la Fédération française de psychiatrie, avec 30% des postes en hôpital psychiatrique qui ne sont pas pourvus. On a aujourd'hui moins de 32 000 lits d'hospitalisation, c'est 60% de moins qu'en 1970. Et pour les enfants, lorsqu'on demande un premier rendez-vous en psychiatrie, il y a un délai minimum de 5 mois et jusqu'à 1 an dans certaines régions. Donc moi, je veux bien qu'on dise, le problème maintenant, c'est qu'il faut un suivi psychiatrique, il faut des injonctions de soins, mais quand on voit l'état dans lequel est aujourd'hui la psychiatrie en France, est-ce que c'est pas refiler le bébé avec l'eau du bain? Non, c'est un travail évidemment collectif et je suis élu local, je vois très bien les difficultés qu'a aussi la psychiatrie en France. Vous me demandez ce qui, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous permettrait de pouvoir empêcher ces personnes de passer à l'acte. Je vous dis ce qui se passe. Là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une absence de médecins. Il s'agit que des médecins, mais je comprends bien que ce ne soit pas une science exacte, absolument exacte, la psychiatrie, des médecins, qu'ils soient généralistes ou psychiatres, ont dit qu'ils pouvaient éviter de continuer à prendre son traitement. Si ce n'est pas une absence de médecins. Ça veut dire que si le préfet, reprenons encore cet exemple, le préfet, imaginons à la suite du signalement de la mère de cet assaillant, ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui, imaginons que ça existait déjà, donc la mère signale la dangerosité de son enfant en disant attention, il ne prend plus de médicaments. Le préfet, parce qu'il en aurait la possibilité, dit eh bien on va imposer qu'il voie un psychiatre. Mais là, le psychiatre pourrait dire exactement ce que le psychiatre a dit, c'est-à-dire il n'a pas besoin d'être soigné. Il y a des psychiatres qui ont vu ce jeune homme et qui ont dit il ne présente plus de dangerosité. Ça, c'était au mois d'avril, donc il s'est passé un petit peu de temps. Le fait que la mère témoigne, y compris anonymement, était quand même plutôt une circonstance aggravante. Et puis surtout, ça aurait permis au préfet de demander aux policiers de l'interpeller. Ici, le préfet ne pouvait pas interpeller cette personne ni dans la rue ni chez lui, ce qui aurait permis peut-être, par ailleurs, d'avoir un échange avec lui, peut-être de demander au juge des libertés de la détention une visite domiciliaire, ce qui avait été refusé en 2020. Bref, des éléments nouveaux qui auraient permis à la police de justifier la visite chez lui, la perquisition chez lui, ou le constat que cette personne ne prend plus ses médicaments. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a aucune question taboue, je crois, pour protéger les Français. Les Français, ils ont une appréhension tout à fait légitime devant la menace terroriste, dont j'ai plusieurs fois dit sur votre plateau qu'elle était extrêmement présente. On voit bien que là, c'est un cas qui lie l'islam radical, incontestablement,
et la maladie mentale. Je dois dire la vérité aux Français que les cas comme cela sont nombreux. 20%, hein, on estime que 20% des suivis pour radicalisation sont atteints de troubles psychiatriques. Plutôt 30% que 20%. Le fait est, ce n'est pas une excuse. Nous ne disons pas ceux qui passent à l'acte ne sont que des malades psychiatriques. On dit qu'ils sont radicalisés, incontestablement radicalisés avec l'islam radical, et se mêle à ça la maladie psychiatrique. Donc 30% des personnes que nous suivons, c'est beaucoup de personnes. Donc il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas un métier simplement de policier pour protéger les Français de ces personnes. C'est un métier de médecin, de juge et de policier. Et je crois qu'Aurélien Rousseau, qui a pris en charge le ce ministre dossier, de la Santé, hein. Ouais, exactement, l'a pris vraiment à bras-le-corps, puisque à peine son arrivée, il vient d'arriver depuis quelques semaines au ministère de la Santé, il a demandé que des psychiatres soient présents partout auprès des préfets, dans tous les départements, pour désormais passer ces cas en revue. Ça date pas de samedi, il l'a fait voilà plusieurs semaines et je le remercie. Il y a la question psychiatrique, il y a la question aussi du sortant de prison. C'est d'ailleurs la première fois, après de nombreuses alertes, vous-même comme de nombreux spécialistes de ces questions, disent depuis des années, attention, la prochaine menace, ce sera ceux qui ont été condamnés et qui sortent de prison. Oui. Au moment où on se parle, Gérald Darmanin, combien de personnes ont été condamnées pour terrorisme et sont sorties, et combien s'apprêtent à sortir dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, les personnes qui ont été condamnées et qui, en prison, sont radicalisées, soit parce qu'ils sont condamnés parce que radicalisés, soit parce qu'en prison, ils se sont radicalisés. Ce sont deux publics différents, mais qui posent la même dangerosité. Depuis 2018, depuis que nous faisons ces comptages comme cela, depuis qu'il y a des condamnations pour terrorisme, c'est 340 personnes. 340. Et l'année prochaine, ce sera entre 30 et 35 personnes. Elles sont suivies comme lui était? Elles sont très suivies. Alors, elles ne sont pas toutes en France parce que nous en expulsons énormément. Je rappelle que tous les étrangers délinquants condamnés par radicalisation sont expulsés du territoire national. Voilà. Je pense que c'est quelque chose d'important de le savoir pour les Français. Mais là, il y a un Français qui est sortant de prison et qui est suivi. Il est sous écoute téléphonique, sa voiture est balisée. Il est suivi évidemment extrêmement fortement par la DGSI, mais on voit bien que l'attentat qu'il commet, c'est un couteau, un marteau dans une rue de Paris. Personne. Mais précisément, quand on vous écoute, Gérald Darmanin, c'est exactement ce qui interroge. C'est que, bon, hormis ce raté médical, et encore, c'est-à-dire qu'il a vu des médecins, alors pas en octobre, mais il en a vu en avril, il en a vu à la sortie de prison, il en a vu régulièrement. Il a vu des enquêteurs, il a d'ailleurs tenté de les duper, il ne les a pas dupés en 2016, puisqu'alors qu'il leur disait « je ne suis pas du tout radicalisé, je me suis déradicalisé », ils l'ont malgré tout condamné et il a fait toute sa peine de prison. Mais en 2020, en revanche, il les a, semble-t-il, dupés, puisqu'il a dit « je me suis déradicalisé ». Alors, si vous me permettez, ce n'est pas le cas, puisqu'en 2020, il sort de prison, il porte un discours qui consiste à dire « voilà, je ne suis plus dans l'islam radical ». Et les policiers ne le croient pas et demandent au juge de liberté de la détention d'aller visiter son appartement pour aller constater sur ses téléphones, sur son ordinateur, dans ses tiroirs. Mais il a encore raté. Non, bah là, le juge de liberté de la détention... Parce que ça leur a été refusé. Voilà, par le juge. Bon, moi, je respecte les décisions de justice, mais ça leur aurait peut-être permis de constituer des faits... La menace a été minimisée. Non, la police a fait son travail, elle a demandé au juge d'aller perquisitionner. Non, mais je ne dis pas qu'elle a été minimisée par la police. Oui, bon. La police a considéré qu'il y avait menace, qu'il fallait aller chez lui. Le juge de liberté a refusé que la police se rende chez lui. C'est le cas, voilà. Alors, il n'a pas commis des actes en 2020, 21, 22, 23. Hein, donc, voilà. Mais je suis le premier à regretter que le juge des libertés de la détention n'ait pas autorisé les policiers à faire leur travail jusqu'au bout sur ce fait-là, ce qui aurait permis sans doute de constituer le fait que cette personne mentait, soit sciemment, soit parce qu'il avait atteint d'une maladie mentale. Juste pour vous dire qu'en 2021, avec le garde des Sceaux, nous avons changé la loi. Tous les nouveaux sortants de prison sont suivis désormais jusqu'à 5 ans après la fin de leur peine. Si cette personne était sortie après 2021, il aurait été dans le cas du suivi judiciairo-psychiatrique que nous avons décidé avec le Parlement et le Président de la République, et évidemment qu'il aurait eu son injonction de soins. Donc, Mme Le Pen, qui aujourd'hui, je le vois, fait des grandes déclarations, elle n'a pas voté cette loi. Elle a refusé de voter cette loi. En 2021, avec le garde des Sceaux, a été très courageux. C'était très dur au Parlement de voter une nouvelle loi antiterroriste. Nous avons dit toute personne sortant de prison doit être suivie beaucoup plus longtemps. Comme la loi pénale n'est pas rétroactive dans notre pays... Mais il était suivi. Il a été suivi 3 ans. En quoi il aurait été suivi davantage? Parce que là, il y avait une injonction de soins décidée par un juge. Mais ça va jusqu'où, l'injonction de soins? Est-ce qu'on va imposer de prendre la petite gélule? Est-ce qu'on va enfermer? Si quelqu'un ne prend pas son traitement, oui, si quelqu'un ne prend pas son traitement, d'abord, il y a plusieurs façons de donner le traitement. Il y a des traitements qui consistent à faire des intraveineuses toutes les 6 semaines où quelqu'un doit revenir voir un médecin ou un infirmier psychiatrique. Et on fait une piqûre, quoi. Voilà, on fait une piqûre, ce montre l'assurance que cette personne prend ses médicaments. Et là, on voit bien à ce moment-là qu'il y a une forme de
petit examen médical qui se déroule et qui permet de pouvoir faire des signalements si la personne ne vient pas prendre son traitement ou si la personne, manifestement, ne va pas bien mentalement. Là, aujourd'hui, le traitement, c'est un traitement qui s'administre lui-même. Et s'il ne prend pas son traitement et que son comportement se dérègle comme sa mère a dû le constater, on ne peut pas, encore une fois, intervenir. La loi de 2021 a changé ça. La loi 2021 permet le suivi judiciaire. C'est un juge d'application des peines qui donne l'obligation d'un expert psychiatre qui constate que la personne ne va pas bien et du coup l'enjoint de prendre ce traitement, sinon retour à un lieu de privation de liberté. Sa mère